Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, nouveau podcast, nouvelle émission. On est en compagnie de Billy the Kick. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les Hauts-de-France. Alors pour commencer, est-ce que tu peux justement nous décrire un peu qui est Billy the Kick justement pour les auditeurs? Bon, moi je suis donc auteure, compositrice, interprète. Voilà, moi je suis pas mal. Disons que je suis connue parce que j'ai écrit des chansons qui sont devenues très populaires en fait, très populaires, particulièrement Mangez-moi, 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 qui est sorti, disons, dans les années 90, mi-années 90, 93. On avait fait un petit label indépendant et ensuite on a été signé par la Major sans avoir à signer avec le diable, hein, je précise. Et donc, voilà. Et donc en 94, Mangez-moi, Mangez-moi a fait un énorme tube, voilà, qui a fait aussi un scandale. Donc que je dis c'est sympa parce que ça faisait le tube de l'été et le scandale de l'automne. Et voilà, comme je suis une petite rebelle, eh bien j'étais assez fière de moi. Et donc voilà, donc avec les gamins en folie, c'était à cette époque-là où on était un petit groupe de gens, des activistes artistes un petit peu. C'était un peu cette ambiance-là dans les années 90 où on sortait quand même pas mal en bande. On était très ludique aussi, on aimait les jeux de rôle, on aimait se retrouver aussi pour faire du skate, pour aller se baigner, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc voilà, il y a eu ce premier album qui est devenu, bon voilà, maintenant à la lumière du temps, puisque ça fait maintenant presque 30 ans, c'est devenu un album assez culte, on dit. Ouais, voilà, c'est un album culte. Les gens, ça les ramène, quand je joue ces titres-là en concert, ça les ramène à certaines périodes de leur vie où voilà, ils ont fait beaucoup la fête avec leurs amis et tout ça. Donc voilà, le premier album qui s'appelait Billy the Kick et les gamins en folie, où il y a tous ces titres, Mangez-moi, OCB, La Du Dangereux, Un spectacle de plus. On était très aussi guide de bord, situationniste, un petit peu conscient de la société du spectacle et du conditionnement ambiant, hein, par la publicité, tout ça. On était un peu activiste à cette époque. Je le suis toujours, mais moins, un peu plus derrière un écran, ce qui veut dire que c'est moins efficace à mon avis. Mais bon, donc voilà, donc premier album 94, donc le tube de l'été, le scandale de l'automne. Ensuite, moi, je suis partie un petit peu pour faire les morceaux. À l'époque, on travaillait beaucoup sur les samples et moi, ça me manquait un peu de travailler avec des instruments. Et donc c'est là que j'ai fait un deuxième album enfin, en solo. C'est pas vraiment en solo vu que j'avais des titres, enfin j'avais des musiciens derrière moi. Et là c'est là où j'ai rencontré comment il s'appelle Mathieu Chédid. Alors c'était drôle parce que lui il s'appelait son pseudonyme c'était M et j'avais fait une chanson qui s'appelait La chanson de M. Et ensuite on a chanté un petit peu sur M une autre adaptation qui était à l'époque Mathieu, qui était pas très connu et qui avait un groupe qui était assez excellent et qui était, je trouve, le plus grand groover de France, hein. Après, peut-être Juan Rosoff et tout ça, mais voilà. En tout cas, moi, j'étais impressionnée par sa capacité à jouer de la guitare dans le fond du rythme, parce que j'aime bien quand mes titres ils groovent, quoi. C'est un élément très important pour moi. Donc voilà. Ensuite, je suis revenue dans les années 2000 avec mon groupe Les Gamins en Folie, donc pour faire Verdure et Libido, qui est un titre un peu plus politique, qui était un peu plus politisé, qu'on a ressorti sur un label indépendant de l'époque qui s'appelait les Productions du Fer. Ensuite, il y a eu un autre album, premier titre, qui a été réclamé par les fans de la première heure, hein, qui connaissaient les titres avant que tout ça soit un petit peu plus connu. Et puis voilà. Et ensuite Artemis Révélation, qui était en 2012, 13, oh, je sais plus, 2006, je sais plus vraiment, je sais plus quand est-ce. Non, il est sorti en 2013, je crois. Voilà. Et donc ça, c'était plus un album que j'ai commencé avec Les Gamins en folie, avec Benoît, Monsieur Bing, et que j'ai continué, que j'ai fini seul. Voilà. Donc était que moi que j'ai conçu un peu par rapport à toutes comment ma quête spirituelle, ça a toujours, de toute façon, mes albums étaient un petit peu axés sur la quête spirituelle. À l'époque, c'était les Toltecs et aussi la prise de conscience voilà, comment dirais-je, du côté féminin, tout ça, là.
Donc voilà, voilà. Et ça m'a emmené donc en 2013. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à faire des concerts solo parce que les Gamins en Folie avaient repris un petit peu leurs activités diverses et variées dans leur contexte, voilà, eux-mêmes. Bon, moi, la personne avec qui je bossais, qui s'appelait Monsieur Bing, Benoît Carrel, lui, il est devenu élu à la culture à Rennes. Voilà, donc moi, comme je suis un peu plus anarchiste, je suis resté un petit peu plus dans la musique, où je m'y retrouve un peu mieux. Et sinon, voilà, il y a eu aussi, bon, j'ai rebossé un petit peu avec Zebra aussi pendant les concerts. Et voilà, donc maintenant, voilà, je suis plutôt en concert et je fais plus des collaborations. Récemment, j'ai collaboré pour un titre où j'ai repris Rien n'a changé des Poppies parce qu'on me le réclamait beaucoup en concert. Donc je l'ai refait avec un producteur qui s'appelle Early G Record en plutôt reggae dancehall. Et puis là, bah là, je suis en train de travailler justement là, ce que tu as entendu tout à l'heure, là, le petit morceau avec, comment il s'appelle, Ramsès de Southside, sur un titre qui s'appelle Radio Gaza et qu'on va sortir bientôt avec une petite vidéo sympa. Donc voilà, moi là en ce moment, je suis plus sur des collaborations en duo un peu avec des gens avec qui j'ai des affinités artistiques. Et les concerts, voilà, les concerts en solo ou avec des danseuses, ce que j'ai fait pas mal l'année dernière, avec des danseuses qui font danser les gens où on organise des petits soul train, des battles, des farandoles aussi, c'est assez drôle. Et puis sinon avec un percussionniste, voilà, ou alors des interventions de Tomahawk ou de peut-être Ramsès, ça c'est plus l'avenir. Voilà, voilà pour en arriver au 2025, n'est-ce pas? Super. Bon, en tout cas, c'était une grosse biographie là que tu nous as fait. Ah, écoute, 30 ans, hein, ça fait quasiment 25, 26, 27 là, hein, donc bah voilà, tu me l'as demandé, là voilà. Et comment, J'aurais des comment, dinosaures si tu veux, mais je ne les ai pas vraiment rencontrés 90 si c'était pas là. comment est née justement l'aventure? Comment tout ça a commencé? Comment tu t'es dit, voilà, moi je vais rentrer dans le groupe Billy the Kick, tout ça, dans le personnage, tout ça, et que tu as compris que du coup ce projet allait devenir quelque chose de sérieux. Alors comment voilà, c'était bon, voilà, moi tu sais, j'étais à Rennes, donc moi je suis à Rennes là, en ce moment, hein. J'ai bougé, mais là je suis revenue sur Rennes. À Rennes, c'était quand même c'est une ville étudiante avec une aura assez musicale. Et donc je fréquentais beaucoup les transmusicales, en fait. C'est ça, tu vois. Et donc je voyais des artistes et je voyais beaucoup d'artistes qui chantaient en anglais déjà. Et moi je me disais, oh c'est dommage, voilà, j'aimerais bien comprendre ce qu'ils disent, quoi, puisque que je chante en chœur avec eux. Et donc, première chose, c'était ça. C'était, je me disais, oh tiens, je vais faire de la musique et moi, je vais chanter en français. Comme ça, tout le monde va pouvoir comprendre et reprendre les refrains en chœur. Donc voilà, et comme j'avais un petit groupe d'amis avec qui on refaisait le monde, tu vois, en utilisant voilà les plantes sacrées que nous allions cueillir ou que nous faisions pousser dans nos placards, eh bien, on faisait le monde et je me disais, bon, c'est bon, il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de... Hein, et puis, donc, je les ai invités à monter sur scène et à chanter les chansons que moi j'écrivais après avoir fait ces discussions, après avoir eu des discussions avec eux, tu vois, d'assumer. Voilà, pour moi, c'était assumer nos vies, quoi. Et puis parler de... Le premier album, c'était vraiment ça, c'était ce que j'avais appelé les chroniques de la marginalité ordinaire, tu vois, c'était ça. C'était bon, c'était pas des revendications, c'était juste la description voilà, d'une réalité, voilà, en tout bien, tout honneur, qui tournait beaucoup autour de l'amitié, en fait. Et c'est ce que je me rends compte d'ailleurs maintenant, c'est que quand je chante ces chansons-là, les gens se rappellent beaucoup de temps avec leurs amis à faire la fête. Et, Et donc voilà. et tes influences musicales à l'époque, elles venaient d'où? C'était du reggae, de la scène alternative? Alors, ouais, il y avait pas mal de reggae, les Peebles, là, les compiles Peebles, il y avait, mais bon, c'était surtout le début, tu vois, il y avait aussi Happy Mondays, il y avait le début du rap. Quelque part, le rap, tu vois, genre Boogie Down Production, Stop the Violence, c'était vraiment le langage de la rue, quoi. La rue, et donc mettre ça en musique, ça veut dire raconter une petite histoire voilà, de personnages lambda, hein. Bon, je sais pas si on était marginalisés, on était étudiants principalement tous à l'époque, mais voilà, et puis qui faisions des choses qui étaient interdites, comme voilà, aimer des plantes sacrées qui ne sont pas reconnues et qui sont diffamées par la société moderne. Voilà.
D'accord. Donc justement, on va parler également de ce phénomène, de ce tube que tu parlais, Mangez-moi. Est-ce que tu te souviens justement du moment où ça a commencé à exploser? Bah écoute, nous, donc 93, on sort cet album-là, mais tu vois, dans un milieu plutôt underground. C'était avec la Ferrarock et tout ça. On s'adressait à nos amis, aux initiés en fait. Donc on en a vendu 10 000 albums, et c'est là qu'évidemment je sais pas, les coyotes des multinationales nous ont approchés, hein. Donc voilà, ils ont vu que ça marchait. Nous, on les avait déjà approchés, mais apparemment, on n'était pas très convaincants, hein. L'artistique qu'on leur proposait n'était pas suffisant, mais là, on était beaucoup plus convaincants avec 10 000 albums de vendus. Et donc là, ils nous ont signés. Et là, on a vu, et là, j'ai vu l'impact d'une multinationale, cher ami, hein. C'est là, moi, je pense que tu vois, si on n'avait pas fait cette démarche de signer, bon, c'était bien parce qu'on était en face, c'était le label s'appelait Shaman. Et bon, c'était Polygram, et voilà, on était dans une période de créativité. Et donc, voilà, c'est l'impact de Mangez-moi, Mangez-moi, puisqu'à un moment, donc, on a signé avec eux, enfin, ils ont balancé ça sur tout leur réseau, hein, voilà, avec leur service d'attaché de presse incroyable. Et c'est là où j'ai réalisé que bah, j'allais au cinéma, j'entendais Mangez-moi, je prenais le bus, j'entendais Mangez-moi. Et voilà, et puis les interviews ont commencé. Et puis bon, voilà, le côté reconnaissance, c'était très, très, très sympa, quoi, d'un seul coup. Bon, voilà, j'étais une artiste, nous étions des artistes, et on était reconnus, et c'était très, très agréable, hein. Bon, pas vraiment avec ces histoires de télévision, tu vois, où, bon, moi j'avais fait une émission qui était bien d'ailleurs, qui était sur Canal+, c'était, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, bon, une émission très, très connue, là, avec Gilda et De Caunes. Et là, j'ai réalisé que, bon, dès l'instant que tu vas à la télé, que tu es assez exposé, tu deviens une espèce de personne qui appartient aux autres, quoi. Tout le monde te connaît, tout le monde t'aborde, et tu peux plus faire tes courses tranquilles sans être regardé d'une manière un peu bizarre. Donc c'est quand même quelque chose, hein. Bon, moi j'ai pas eu cette grosse renommée parce que j'évitais trop de montrer ma tête, mais j'ai réalisé que quand même, hein, quand tu commences à devenir connu, il y a quand même quelque chose qui se passe par rapport à enfin, tu vois, à qui tu es. J'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur aussi, tu vois. Je me disais mais c'est trop, quoi, c'est trop par rapport à ce que j'ai fait, quoi. Il y avait une espèce de disproportion. Voilà, mais bon, voilà, on se rend pas compte vraiment de l'impact qu'on a. À l'époque, de toute façon, moi j'étais en concert, on était en concert principalement. Donc, moi ce que j'ai vu, c'est après, là où j'ai commencé à découvrir que les gens, ça les avait vraiment marqués, que ça avait cette histoire d'album qui devient culte et qui a touché un peu le cœur des gens, quoi, hein. Voilà, l'inconscient collectif, hein. Et Mangez-moi qui est rentré comme un titre. Là, je suis tombée sur un petit bouquin qui parlait des tubes français et qui disait que bah, Mangez-moi, c'était le meilleur tube français qui ait eu lieu. Donc, devant Gainsbourg, devant Henri Salvador. Hmm. Donc, voilà. Donc, c'est étonnant, quoi. C'est étonnant, et à la fois, bon, bah voilà, c'est ça, c'est un cadeau de l'univers, des muses. Voilà, je ne sais pas. D'accord. Et comment naissent tes morceaux justement? Plutôt, tu commences d'abord par le texte ou alors d'abord par tout ce qui va être la musique, l'instrumental? Alors, souvent, ça commence par une idée. Je me dis, tiens, il faudrait que je parle de ça, tu vois. Bon, par exemple, moi, chez moi, on allait chercher des petits champignons. Voilà, ça retrace un petit peu l'histoire OCB, l'histoire de la boulette dans la chaussette. Tu vois, à l'époque d'OCB, c'était les VRP, voyageurs représentants classiers. Et moi, je me disais, oh, faudrait faire la même chose, une chronique, mais sur les petits fumeurs, les fumeurs de joint, tu vois, à la petite semaine. Et donc voilà, donc c'est souvent une idée, et mais ensuite l'idée, elle doit, tu vois, elle va se commencer tu vois, à mûrir. L'idée va mûrir. Il va falloir que j'ai un support musical. Voilà, donc l'idée va rencontrer la musique qui va développer le texte. Voilà, c'est comme ça que je travaille. D'accord. Et du coup, ton univers, il mélange un peu quand même l'humour et un peu aussi la critique sociale. Est-ce que Voilà. l'humour est une protection ou c'est une arme? Je dirais que bon, c'est un petit peu dans mon voilà, c'est vrai. Moi,
bon, voilà, peut-être j'ai abusé de toutes ces plantes sacrées là, je ne sais pas, mais tout ça, au bout d'un moment, tu vois, moi je me dis, tout ça n'est pas si sérieux, tu vois. Je vis dans une vaste pièce de théâtre, dans une farce cosmique, donc voilà, je pense que pour faire passer quand même un message, il faut pas trop se prendre au sérieux. C'est bon, voilà. Après, peut-être que si, mais bon, de mon côté, moi j'ai besoin qu'effectivement mais d'utiliser un peu l'humour. Mais l'humour, c'est aussi une défense, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est une défense. Ça évite d'être trop dramatique, de trop souffrir. Moi, je suis pas très à l'aise avec la souffrance, donc voilà, ça me fait un rempart, un petit peu. L'humour, ça me permet de dédramatiser une situation qui est parfois un peu difficile, quoi. Hein. Oui, je pense que l'humour, c'est un peu un système de défense, hein, quelque part. C'est ma prof de philo qui me disait ça. On rigolait devant une photo d'un trisomique à l'époque quand j'étais en terminale et elle nous disait mais pourquoi vous riez et on disait oh, regardez la photo et elle disait vous savez l'humour c'est un système de défense en fait voilà donc voilà il y a ça aussi c'est comme un bouclier pour ne pas trop souffrir devant le drame au quotidien peut-être hein. Il y a ça peut-être bien on se moque un peu pour voilà pour garder les distances. D'accord. Et toi, est-ce que tu te considères comme un artiste engagé? Je pense, j'aimerais bien l'être plus, tu vois. C'est étonnant, hein, parce que bon, je l'étais beaucoup plus dans les années 90, mais je me dis qu'avec, tu vois, l'essor d'Internet et tout, désormais, je suis plus dans les rues en train de graffer, en train de marquer, tu vois, des slogans, dans les rues ou distribuer des tracts. Je suis plus derrière un écran et je me demande si c'est vraiment légitime, tu vois, en tant qu'activiste et militante. Je le suis moins, quoi, hein, je le suis moins. Je me suis fait choper par de toute façon, la police, donc j'ai payé pour avoir mis des graphes sur les publicités. Et donc, bah voilà, ça m'est passé un peu. Et bon, voilà, j'adhère maintenant à des associations. Mais c'est marrant parce que je me dis, enfin voilà, je me dis que ça manque un peu, tu vois, qu'on soit tous derrière nos écrans plutôt que d'aller écrire tu vois, des choses sur les murs, que tout le monde puisse les voir, quoi, hein, qu'on les voit, quoi, qu'on voit, par exemple, qu'il existe des chemtrails, un conditionnement, de l'ingénierie sociale, que voilà, que nos dirigeants sont des gens corrompus, blablabla, tu vois, bon, voilà, ça n'a pas changé, hein. C'est triste, hein. Et puis, il y a aussi cette histoire que bah, moi, j'ai dénoncé pas mal hein, sur le deuxième album, Verdure et Libido, on dénonçait beaucoup. Et je me dis, même dénoncer, bah, ça change rien du tout, quoi. Je me demande si, bon, voilà, le fait de dénoncer, même, ça donne pas encore plus d'ampleur au phénomène. Donc, bon. Donc, voilà, je suis retournée dans la quête spirituelle. Voilà, maintenant, je fais beaucoup de méditation. Et puis, bah, voilà, hein, je ris de cette farce cosmique parce que tout se répète, tout change tout le temps en plus. Alors même la vérité, des fois tu dis, ah, je pensais connaître la vérité, et puis bah non, en fait, ça a changé. Même mes anciennes stars sont devenues des gens qui sont pas vraiment dignes de confiance pour certains, tu vois, genre, voilà, qui appartiennent à des espèces de trucs pas très clairs. Et justement, comment tu vois, toi, l'industrie musicale actuelle? Qu'est-ce que tu en penses de l'industrie musicale? Oh là, alors là, voilà, si tu m'embarques sur ce sujet-là, l'industrie actuelle, voilà, elle est elle est glauque, quoi, d'une manière générale. Et en plus, bon, voilà, moi, je me suis renseignée à un moment. Hein. Là, j'ai eu cette espèce de révélation comme quoi, voilà, il y avait beaucoup de gens bon, moi, j'ai entendu déjà rien que cette interview de, comment il s'appelle, là, de Bob Dylan, hein, où il dit, bon, bah voilà, comment il est arrivé là où il est. On lui pose la question très clairement et lui il dit j'ai signé avec le prince de ce monde, tu vois, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des espèces de rituels à moitié voilà douteux derrière ça et quand je dis douteux, je pèse mes mots hein. Et quand je vois un peu les espèces de stars style Rihanna, Jay-Z, tous ces gens-là, même Eminem que bon voilà que j'admirais pour son flow et tout, je me dis quand même, il fait des signes qui sont un peu chelous, quoi, hein. Franchement, quoi. Hein. Et voilà, et c'est un peu cette espèce de désillusion qu'il faut, euh, qu'il faut gérer au bout d'un moment, quoi. Même des gens comme David Bowie, bon voilà, qui cache son œil, qui fait le cornuto, voilà, qui semblent avoir été faire partie d'un agenda
qui n'est pas un agenda artistique, mais qui est un agenda d'ingénierie sociale. Voilà. Donc voilà moi où j'en suis. Donc, je suis un gars qui s'appelle Marc Delvin, hein, qui était un DJ sur Internet et qui, voilà, qui a épluché un peu toute cette industrie du disque et qui, voilà, qui dénonce beaucoup, voilà, les pratiques de ce milieu-là actuel, voilà, qui est très branché satanisme, hein, il faut le dire. Voilà, c'est tout. Bon, ça, c'est une religion. Moi, j'adhère pas du tout. Ça me gave. Je trouve que c'est moche. C'est moche, quoi. C'est laid, c'est laid. Et en plus, ça déteint sur tout ce qui est la mode, tout ce qui est. C'est voilà. Moi, non, je n'adhère pas du tout. Et donc, voilà. Moi, je suis un petit peu l'île aux enfants dans ce milieu-là. Voilà, c'est pas cool, quoi. Moi, je trouve que c'est pas cool. On est en train enfin, on est en train, après, c'est là aussi pour réveiller les gens aussi, hein, pour les réveiller, qui reviennent à eux-mêmes et à leur propre libre arbitre, à leur propre esprit critique. Il faut que les gens puissent utiliser leur esprit critique sans être hypnotisés par les masses médias. Moi, tu sais, quand j'étais jeune à l'école, on m'apprenait cette notion de mass média, publicité, contrôle des masses, tout ça. Donc moi, j'ai cette éducation-là. Et je pense qu'il est temps que voilà qu'on puisse voilà on est tous des artistes de l'esprit, hein, on est tous des artistes, on fait de nos vies une œuvre d'art, hein, c'est ça, donc notre vie est une œuvre d'art, c'est ça qu'il faut faire. Alors on est chanteur, on est maçon, on est architecte, on est jardinier, voilà, mais faut arrêter de donner trop d'énergie à ces pseudo-stars qui sont fabriquées, qui sont sous contrôle mental en plus, hein. C'est très prégnant aussi, hein, qui font des signes pour se reconnaître parce qu'ils sont dans le même club. Voilà, bon, voilà ce D'accord, que je pense. très bien. Et du coup, on va parler un peu aussi de ta tournée actuelle. Là, tu as plusieurs dates du coup qui arrivent, notamment Yes. à Arras. Est-ce À que tu peux Arras, au pont nous... des Singes, mais oui, tout à fait, Voilà. pont de Singes, pardon, c'est au singulier, n'est-ce pas? Oui, Voilà. Arras, donc Arras, le 8 mars, je vous donne rendez-vous le 8 mars pour prendre un thé, peut-être avec du miel, j'ai entendu parler de ça, où les abeilles ont butiné dans un champ de cannabis, je ne sais pas. Donc oui, Arras au Pont de Singe, le 8 mars à 17 heures. Venez et venez chanter avec moi au CB, mangez-moi, l'adjudant dangereux, un spectacle de plus, super fille, voilà. Et puisque c'est le 8 mars, je chanterai peut-être en exclusivité un titre que je ne chante plus depuis quelque temps qui s'appelle Le roi est mort, le roi est mort. Voilà, en hommage pour la fête des femmes. Voilà. d'accord. Et tu as d'autres dates également annoncées? Oui, j'ai Amiens la veille, le 7 mars, à la Péniche, à 21 heures. Voilà. Et aussi, je serai à Rouen. À Rouen, alors un lundi, le lundi 9 mars, je crois que c'est le premier Happy Mondays que je vais faire de toute ma carrière, puisque c'est rare que je fasse un concert le lundi. Donc venez, c'est au Fury Défendu, Fury, hein, Fury Défendu, à 22 heures, avec une première partie très sympa de Zamalti, qui fait aussi un peu de reggae dancehall. Donc voilà. Pour l'instant, voilà les dates pour ma tournée dans les Hauts-de-France. D'accord. Et comment justement tu trouves l'énergie des publics actuels comparée à celle des années 90? Alors écoute, moi j'ai un public qui est cool, quoi, hein. Voilà, moi j'ai un public qui est, voilà, qui est plutôt bon enfant, qui aime bien chanter, qui est assez. Voilà, j'ai pas forcément si les téléphones ils sortent pour manger moi, mais voilà, ils sont. Après, bon, voilà, c'est vrai que j'ai fait des festivals. J'ai fait des festivals, j'étais étonnée. C'est les festivals un peu mainstream où là, c'est très clair que les gens ils attendent juste manger moi. Et après, ils s'en vont. Voilà. Mais ouais, non, mon public, c'est cool. Alors, voilà, moi, tu sais, c'est mon public qui me ressemble un peu, quoi. Il ressemble à mes chansons, donc voilà, non, ça va. Moi, je trouve que ça va, hein, c'est cool, hein. Moi, je joue maintenant dans les petits lieux, donc c'est assez familial, voilà, c'est assez amical, quoi, hein. Après, voilà. Mais je trouve que le public, voilà. Après, maintenant, je dis ça. Il faut quand même que je te dise que pourquoi à un moment j'ai mis des danseuses.
justement à cause de ça, parce que parfois je trouvais que le public était trop dans le spectacle, tu vois, dans la société du spectacle, à ne faire que regarder, être un petit peu fasciné par voilà, la star de service. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, d'accord, on va les faire danser, comme ça, on va plus s'amuser. Et voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu en allant à des concerts, parfois, des gens qui ne bougeaient plus, qui se posaient plus la question de, tu vois, même de danser qui étaient complètement dans cette espèce d'énergie de spectacle, du spectacle, de spectateur, tu vois, juste spectateur. Et ça, c'est un peu problématique, trop passif, à mon avis. Alors que quand la musique est groove, il faut danser, parce que en dansant, en chantant, on fait tu vois, on accède à une autre œuvre d'art commune, quoi. C'est la synergie musicale, quoi, hein. Bon, voilà. Et je précise en plus que en concert, moi, j'ai mis mes samples en 432 Hertz, hein, voilà, parce que j'ai appris que voilà, les fréquences, c'est important, et la fréquence 432 MHz, du La en 432 pardon, Hertz, eh bien, amène plus d'harmonie. Voilà. Mais bon, après, D'accord. voilà, c'est une expérience. J'aime bien expérimenter les choses. Et effectivement, je trouve que voilà, l'ambiance est plutôt sympathique dans mes concerts. Très bien. Et pour terminer, est-ce que tu as des projets justement futurs, du coup, un album ou des singles qui arriveront? Eh ben, écoute, là pour l'instant, là je travaille avec Ramsès, là je te dis de Sai Sai. On a un titre qui s'appelle Radio Gaza, qui va un petit peu, voilà, on va un peu décrire la situation à Gaza, et en même temps, tu vois, moi je fais un petit peu le rôle de l'abeille, et puis qui transforme, tu vois, qui transforme le drame en quelque chose d'un peu plus, quelque chose de plus positif. Voilà, donc là en ce moment, je suis en train de travailler là-dessus. Bon, j'ai un autre projet. Voilà, avec quelqu'un qui me demande de faire un remix des Cités d'Or et de remettre ça un petit peu au goût du jour, la quête spirituelle, la quête de l'or à l'extérieur, alors que la réponse est à l'intérieur. Puis peut-être décrire, voilà, la situation actuelle du conditionnement général. Et puis, oui, j'ai d'autres titres aussi, peut-être. J'aimerais, alors ça, c'est pas du tout fait, mais peut-être bosser avec l'un des membres de Trio, là, qui habite dans le coin. Mais bon, ça, c'est pas encore fait. Voilà. Oui, c'est plutôt des titres ponctuels, hein, que j'ai. C'est pas encore pour l'instant un album en route. C'est plus des collaborations avec des gens. Voilà. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation à ce podcast. Eh ben, je Euh, te remercie de m'avoir invité, Nikolovic. et puis, bah, n'oubliez pas toutes les dates qu'on a annoncées, du coup, pour Voilà, Arras, tout venez, ouais, ça. ouais, venez au Pont des Singes le 8 mars, là, hein. On va fêter la fête de l'énergie féminine, masculine, tout ça, là, toute l'harmonie totale. Voilà, et puis bah, merci à tous les auditeurs auditrices qui ont écouté le podcast. Et puis Voilà. je vais te souhaiter une très bonne journée du coup. Très bonne journée à toi. Merci encore, hein, Nicolas, de m'avoir invité. C'est cool. Voilà, hein. Et les Hauts-de-France pour les hautes fréquences, hein.